hébergés en cloud computing. Donc il y a ne pas fermer les yeux sur le public cloud, mais être déjà, même si on n'a pas l'intention soi-même d'y recourir, à regarder les solutions de façon à ne pas risquer d'être, pris de vitesse par des décisions business qui vous auraient échappé parce qu'elles auraient été vues comme transitoires, non stratégiques, et finalement on n'aurait pas sollicité l'IT pour avoir son avis sur le bien fondé de cette solution. Mais à plusieurs reprises depuis le début de ce salon, j'ai entendu parler de l'Open Cloud Manifesto. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est... Apparemment, j'ai pas pu voir précisément ce que c'était, mais il semble que ce soit une sorte de cartographie des clouds existants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier Je suis un partenaire. Oh, ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça correspond? En fait, c'est un petit peu... qui disait déjà, en fait, plusieurs personnes ici, c'est avoir des standards open, niveau API, niveau format. Les types de formats, ça me dérange beaucoup moins, mais c'est effectivement tout ce qui est management sur une instance qui tourne, avoir la possibilité à migrer ailleurs. Ça, c'est ce genre de choses, c'est très important pour avoir vraiment. Enfin, Nick, t'as déjà expliqué très bien sur ça. C'est les possibilités à vraiment avoir un brokerage sur aujourd'hui. Cloud A est beaucoup moins cher, donc je peux migrer certaines instances là-bas parce que tous les API sont open. Donc, le Open Cloud Manifesto, c'est quelque chose qui pousse vraiment très fort sur d'avoir ce type de API. Comme ça, tous les clouds qui sont au moins publics peuvent parler entre elles. Je sais pas si... Oui, c'est exactement ça. La seule chose, le seul bémol, c'est que l'Open Cloud Manifesto, c'est aujourd'hui une superbe déclaration d'intention qui n'a pas réellement de concrétisation. Et je crois qu'il est très important de faire attention au moment de faire ses choix sur qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui et pas juste de se dire cette personne ou telle autre ayant adhéré à ça a déclaré son intention et d'abonder dans ce sens-là sans le vérifier d'abord. Pardonnez-moi, mais pas mal de réponses que vous avez faites, les uns comme les autres, auraient pu être faites, ou peut-être pas exactement dans les mêmes termes, mais au niveau de phénomènes plus anciens comme l'externalisation, l'hébergement, etc. Donc, je voudrais savoir quel est le différentiel qu'il y a maintenant par rapport à ces solutions, parce que le problème de la confidentialité chez l'hébergeur, c'est pas nouveau, si j'ose dire. En fait, les problèmes sont, d'un point de vue juridique, les mêmes. Les problèmes sont d'un point de vue technique légèrement différents, largement simplifiés. Et maintenant qu'on a des niveaux d'indirection suffisamment élevés entre la machine physique et les appliances ou les machines virtuelles, alors on peut commencer à se poser les bonnes questions sur l'indépendance de ces formats. Chose qu'on ne pouvait pas se poser sur la simple notion d'externalisation. Mais d'un point de vue juridique, c'est les mêmes problèmes. Monsieur Renard, peut-être? Non. Bon. Non, effectivement, il n'y avait pas de choses plus particulières. Je dirais, quand vous disiez le cloud, oui, mais c'est des choses qui sont anciennes. Effectivement, le cas se pose déjà. Si vous avez déjà externalisé vos messageries, que vous utilisiez du Gmail en entreprise, que vous utilisiez du Google Apps, que vous utilisiez du Salesforce. Là, c'était un moment où déjà le cloud n'était pas connu sous ce nom-là, où on le connaissait peut-être pour le plus ancien sous le nom d'ASP. Mais la problématique était déjà présente dans ce cadre-là, en sachant qu'il n'y avait pas encore cette idée qu'a présenté Nicolas de pouvoir dire voilà, je veux dans le futur pouvoir migrer de A à B si pour des raisons économiques par exemple j'en ai besoin. Monsieur Dubo ? Oui, et puis peut-être ce qui caractérise aussi le cloud, c'est qu'on peut finalement l'implémenter à différents niveaux. Quand on parlait tout à l'heure de Salesforce, on était à un niveau très applicatif. Aujourd'hui, finalement, le cloud, on peut l'implémenter au niveau software as a service, on peut l'implémenter au niveau plateforme as a service, et puis au milieu, au niveau infrastructure. Donc on a plus de choix dans jusqu'où est-ce que je vais finalement dans cette externalisation. Est-ce que c'est que de l'applicatif? Est-ce que c'est l'intégralité de mon infrastructure? Et il y aura peut-être même pas un choix unique, mais application par application ou besoin par besoin, l'utilisation
l'utilisation de la technologie la plus adaptée, selon que c'est sur le CRM et qu'il y a des solutions clés en main qui sont prêtes, ou alors selon que je veux finalement des applications que j'hébergeais en interne, changer le modèle et passer sur un partenaire ou un cloud pour l'héberger. Donc il y a là-dessus, j'allais dire, pas un modèle de cloud unique, mais effectivement plusieurs modèles selon le profil de l'application et jusqu'où est-ce que l'on souhaite aller dans l'externalisation. Ce qui est un peu nouveau avec la virtualisation, c'est que contrairement à l'externalisation, ça restera quand même beaucoup plus facile de déplacer une machine virtuelle et un container de votre data center à celui de votre partenaire X ou Y que de venir emballer le rack, mettre le rack dans un camion ou alors faire venir dans votre data center le prestataire de service. C'est effectivement la dématérialisation d'une partie de votre data center qu'offre la virtualisation. C'est essentiellement ça qui change technologiquement dans le modèle. Mais sur le contrat de service, les termes évolueront peut-être à la marge, mais les éléments qu'on doit voir apparaître dans le contrat de service, ils seront toujours les mêmes. D'accord. Bien, on a fait un petit peu le tour.